Chers petits observateurs, mercredi 18h, elle se voulait luxueuse, rare. C'était une Suédoise, c'est toujours une Suédoise, qui était destinée au marché américain. On peut dire que ça a été un bide, mais aujourd'hui, elle est rare, elle est belle. On est au CNVA avec Stéphane et Arthur. C'est rare d'avoir un duo qui aime cette Volvo 262C. C'est ça, messieurs? Exactement. Hein? Vous choisissez toujours vos voitures ensemble? Oui, souvent. Ouais, en fait, on dit souvent, le fait d'être copropriétaire sur des voitures, ça permet, si la voiture a un problème, de blâmer l'autre, de dire que c'est l'autre qui fait des choix pourris. Mais je suis quand même pas mal blâmé dans l'histoire. C'est souvent blâmé dans l'histoire. J'ai dit au début c'était un bide, mais quand tu m'as dit que tu en avais une, j'ai dit c'est rare, j'ai très envie d'en voir une. Je suis ravi parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais la tradition... Chacun votre détail que vous adorez sur cette suédoise, italo-suédoise américano, quoi. Ouais. C'est ça. Alors Arthur. Moi, il y en a deux. Allez. Je peux tricher. Ouais. Il y en a un extérieur et un intérieur. Vas-y, alors extérieur. L'extérieur, c'est la couronne qui m'amuse beaucoup, en fait. Parce que en fait, c'est une voiture qui a été fabriquée par Bertone, mais pas dessinée par Bertone. Ouais, tout le monde se trompe en fait. Ouais. Je le savais pas avant, hein, c'est en préparant, mais elle était fabriquée dans ces usines en petite série. C'est ça, exactement, parce que Volvo n'allait pas fabriquer. Volvo avait prévu d'en fabriquer 5000 des exemplaires de celle-là, donc il y en a eu 6600 au total, ce qui est respectable. Mais c'est pas un bide, j'ai dit un bide, mais en fait, c'est pas tant un bide que ça. C'est surtout pas prévu pour Volvo parce qu'ils avaient prévu d'en faire 5000. Et ça, ils ont dépassé les espérances, mais 5000 par rapport aux unités, ils fabriquaient des millions de série 200, ils n'allaient pas faire une chaîne exprès pour fabriquer celle-là. Donc en fait, celle-là, elle était préassemblée en Suède, puis ensuite envoyée chez Bertone, puis elle retournait en Suède. Ah mais non, c'est comme la Lante, elle a fait des... Exactement, ça faisait des allers-retours. Mais ça, c'est la couronne de qui alors? Alors ça, en fait, c'est le logo de la carrosserie Bertone, parce qu'il y a le logo du designer. Qui est là, hein? C'est ça, et ça, c'est une exigence de Volvo, qui avait demandé d'avoir le logo du designer. Ah, parce que ça montait la cote, en gros. Bertone refusait de mettre ce truc, parce que ça, le petit B, ça montrait que la voiture était dessinée par Bertone. Ah, ça voulait dire, et lui... Sauf que Volvo, eux, ils voyaient que ça faisait vendre, surtout. Ben moi, je croyais que c'était Bertone, hein, quand tu m'as dit. Ouais. Et en fait, non, c'est Wilsgard, c'est Jan Wilsgard, le designer, qui a fait les breaks Volvo, donc les PV en break, les Amazon, la Volvo 140, la 240, ça c'est Wilsgard qui a dessiné le truc, qui est le designer maison de Volvo. Et quand il a dessiné ça, Bertone a dit c'est pas trop mon style. Mais il a cédé. Ouais. Le logo de la carrosserie Bertone, des carrossiers, donc des fabricants de carrosserie Bertone, et puis au final ils ont cédé parce que 6600 unités, tu craches pas dessus non plus quand tu as besoin d'argent. Détail intérieur. Le détail intérieur, c'est le détail Volvo, moi en fait, qui m'amuse. C'est quand on s'assoit dans la voiture et quand on met le contact, on entend un bruit, un énorme bruit, et en fait c'est ça qui veut dire mets ta ceinture, dépêche-toi, c'est une Volvo, il y a un gros voyant, ça clignote. Et pourquoi j'entends pas le bruit alors? Si tu l'entends. Ah oui, c'est pas... Ah oui, c'est... non. Et t'as le rappel entre les sièges en plus. Non. Comme ça, tes passagers peuvent voir que tu n'as pas mis ta ceinture. Excellent. Donc la voiture, elle clignote de partout dans le genre alerte, mets ta ceinture, dépêche-toi, t'es en danger. Ah, c'est génial. C'est très Volvo comme... Mais c'était avant les alertes obligatoires pratiquement maintenant. Ouais. Stéphane, toi... Le détail pour moi sur cette voiture, c'est le toit qui a été rabaissé en fait par rapport aux autres séries. Quand tu fermes la porte, tu vois, ça fait quasiment meurtrière en fait, et ça c'est assez exceptionnel. Quand tu es dedans, tu as vraiment l'impression de rouler dans une petite meurtrière, c'est assez sympathique. Mais voilà, le petit détail, c'est ça. Et le toit, c'était le gros changement, c'est-à-dire que comme le pavillon était abaissé, c'est ça que le carrossier faisait en fait. Il coupait, il remettait, c'est ça C'est ça, et puis il faisait les finitions aussi intérieures qui étaient faites par Bertone, parce que ça en fait c'est la deuxième 262. Puisque en fait, dans la Viens avec moi. Ouais, c'est quoi? Alors, dis-nous les chiffres. Ça veut dire quoi? Voilà. La dénomination, pourquoi elle s'appelle 262? Parce que à un moment, donc en 67, Volvo décide d'unifier les codes et donc décide d'appeler la première série la série 100. Donc il y a eu les 140 par exemple, 142, 144, 145. 142 la série 100. Le 4 pour 4 cylindres et le 2 pour 2 portes, 4 pour 4 portes et 5 pour 5 portes. Ensuite, ils sortent la série 200. Donc là, 200, le 6 pour 6 cylindres, il y a eu les 240 aussi qui étaient des 4 cylindres, et ensuite le 2 pour 2 portes. Ils ont sorti une première série de la 262 qui est simplement en fait une berline en 2 portes,
curieusement, les gens n'aiment pas qu'on se foute de leur gueule, donc ils n'ont pas acheté la voiture. Ça en fait la Volvo la plus rare, parce que produite que pendant 2 ans. Et ensuite, ils ont décidé de refaire un dessin. Bon, a priori, le foutage de gueule, il continue. Ah, mais moi je l'adore. Non, mais vous avez toujours de l'humour. Non, mais elle est magnifique. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de toits vinyles et après ils ont enlevé le toit vinyle, c'est ça? C'est ça. Ouais. En fait, il y a eu des problèmes de rouille déjà, mais ça c'est connu sur d'autres voitures aussi. Après, c'est peint. Une autre spécificité de la voiture, c'est que celle-ci, il y en a eu 74 pour la France, et celle-ci est en boîte méca. Ouais. Donc, Ah je sais ouais. pas combien il y en a eu en boîte méca, Mais souvent, elles étaient en boîte auto 3 vitesses, et celle-là, elle a la boîte 4 overdrive, qui est super rare en fait sur cette voiture. et c'est assez souple à conduire d'ailleurs. On est parti à Goodwood avec, et vraiment ça se conduit tout seul. C'est vraiment... C'est fait pour faire de l'autoroute. Je reviens à l'historique. Pourquoi Volvo, qui avait une super image aux États-Unis de sécurité, etc., décide de faire une voiture, là on sourit, mais qui se voulait hyper luxe, avec du cuir, du bois, un 6 cylindres, etc. C'était quoi? Ils s'étaient dit c'est le marché américain? Ils se sont dit c'est le marché américain parce que fut une époque, alors là je me rappelle plus le nom, je crois que il me semble que c'est Henry Ford II qui était venu voir chez Volvo. Ah ouais, Une grosse Lincoln, un gros coupé Lincoln, mais avec cet intérieur en cuir plissé, enfin le truc complètement kitsch. Ah ouais, Ils ont voulu et ils se sont dit c'est ça les États-Unis et c'est ça le marché américain, donc le cuir ceinturé comme ça, plissé en plus, les boiseries, les plaquages en ronces de plastique. Mais alors, bon, on le sait, on est au CNVA, vous formez des passionnés de bagnole, vous êtes des passionnés de bagnole. Vous la vouliez ou c'est parce que vous l'avez vu passer? Non, Les deux. Parce que c'est le genre de voiture, même quand tu la veux, s'il n'y en a pas à vendre... Ouais. donc, c'est relativement rare. Après, ça se trouve Ouais. comme voiture. Quand on cherche, on trouve. Et dans la voiture ancienne, plus que jamais. Mais ça a été... concours de C'est un circonstances. truc où tu le gardes toujours dans ta tête en te disant ouais, un jour j'en aurai une petite. Ah ouais, Même carrément. un jour, Ouais. Mais tu l'aimais pour son kitsch ou pour sa rareté ou pour ce qu'elle est moi j'aimais beaucoup la 780, la série d'après, Ouais. qui est beaucoup plus uniforme en termes de design et que je trouve très jolie, mais au final maintenant qu'il y a celle-là, je trouve qu'elle manque un peu de caractère. Et en fait je me disais un jour un coupé Volvo, donc 780 ou 260, et on a eu l'opportunité en fait d'acheter un lot de voitures avec une 780 et une 260. Et en fait, Faites on a un métier revendu la génial. 780. Ah ouais. 6, ça voulait dire 6 cylindres, donc elle a quoi comme moteur? On va le regarder puisqu'on est. Ouais. Le fameux PRV, donc le Peugeot, Renault, Volvo. Renault, Ouais. Volvo, Ouais. que tout le monde adore détester. Ouais. Et personne ne sait vraiment pourquoi. Oui, parce qu'on dit toujours qu'il est fiable, qu'il est. Toujours la même. Alors, il est fiable. Ouais. Il aime beaucoup l'essence. C'est un moteur qui consomme beaucoup. Alors ça, c'est dans une version donc 2,7 litres, celui-là. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu deux versions, enfin sur celle-là, la 262, il y a eu le 2,7 litres et le 2,8 litres. La fameuse histoire des manetons Décalé, ouais. C'est ça. Parce que en fait, à la base, le dessin originel du moteur est d'un V8. Donc un V8, les bancs de cylindres, on les ouvre à 90 degrés pour équilibrer correctement le moteur. Et de ce V8, il a été fait un V6, puisqu'il était prévu de faire les deux moteurs, V8 et V6. Et c'est plus simple de prendre un V8 et de le couper que de prendre un V6 et de rajouter, de rajouter 2 cylindres. Et sauf que ça a été développé rapidement, puisque ce moteur est sorti à peu près en même temps que la crise pétrolière, donc on savait que c'était pas celui-là qui allait faire les ventes, donc ça servait à rien de trop dépenser d'énergie et d'argent pour faire fonctionner ce moteur correctement. Et quoi qu'on en dise, même dans sa version à maneton standard, non décalé, c'est un moteur qui tourne relativement bien. C'est quoi les manetons et quel est l'intérêt de les décaler? Alors, je pose la question du con, mais je préfère demander. C'est bien compliqué. L'équilibrage des moteurs, du coup. En fait, sur un moteur en V, à l'inverse d'un 4 cylindres, chaque bielle, chaque bielle est prise sur le vilebrequin par un maneton, donc là où ça tourne comme ça. Et sur un moteur en V, chaque maneton partage 2 bielles. Et sur un V8, on va équilibrer notre moteur en considérant ces 2 bielles par maneton. Sauf que si on enlève 2 cylindres et qu'on ne crée pas de décalage, ça veut dire qu'on a un ordre d'allumage qui n'est pas du tout égal. C'est-à-dire que sur un V8, on va avoir un allumage qui va se passer tous les 90 degrés. Là où si on garde cet ordre d'allumage, donc censé arriver tous les 90 degrés, mais qu'on lui enlève 2 cylindres, on va manquer un allumage à chaque fois.
à chaque tour de vilebrequin, il va en manquer un. Donc celui-là, il allume à 90, puis 155 degrés, puis 90, puis 155 degrés. Et donc cet ordre d'allumage qui n'est pas régulier, eh bien du coup, on le ressent dans le moteur, et donc ça fait que le moteur va trembler un petit peu. C'est-à-dire qu'il le savait, mais il l'avait fait quand même comme ça au départ, avant de faire les manetons décalés, donc j'imagine pour retrouver cet équilibre. Les manetons décalés permettent de faire un allumage tous les 60... D'avoir le bon cycle en gros, si je te suis. Un cycle régulier en fait, d'avoir un allumage à intervalles réguliers. Il serait pas prof, non? Il explique bien. Hein. Parce qu'on l'a comme prof, hein, si on vient. Normalement, j'ai un tableau. Ouais. Et c'est pour ça que je dis souvent que les gens adorent le détester et sans vraiment comprendre pourquoi, parce que en fait, les journalistes ont assassiné ce moteur en disant c'est un moteur qui tourne pas bien, qui tourne pas rond et tout ça. Effectivement, quand on entend le moteur tourner, on trouve qu'il y a un truc bizarre au niveau du bruit par rapport à un V6 standard. Par contre, on ne saurait pas trop l'expliquer pourquoi. Et au final, c'est un moteur qui tourne relativement bien. Hein. Toi, de toute façon, tu as la version décalée déjà. Non, ça c'est la version... Ah, c'est la version... Ah, d'accord. C'est la version bancale. Fallait bien c'est ce que tu voulais, d'accord. Le vrai mouton à 5 pattes. Parce que celui-là... Mais elle a eu le décalé à la fin dans les dernières séries. Dans les dernières, elle a celui à maneton décalé. Ouais. D'accord. Et vous n'avez pas dit les chevaux, enfin, j'ai peut-être pas... Ouais, non, c'est effectivement, ça développe combien, Stéphane? Je sais même pas. On va faire Rolls-Royce, on va dire suffisant. Non, ça devait faire 150, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je crois 136. 136, donc tu sais mieux que moi. 136. Ouais. De toute façon, c'est clairement pas une voiture pour faire de... C'est un cruiser. C'est vraiment, après, la question de combien ça consomme, je vous ai parlé du petit détail à l'intérieur. Bah allons-y. Venez vous asseoir. Non, parce qu'il y a plein de détails. Non mais moi, ce que j'aime, c'est l'intérieur justement. Alors, on ne parle pas de la conso, il y a plein de détails intérieurs. Non mais, alors, je sais pas qui s'assoit ou Julien, tu te mets à côté pour les caméras, mais c'est un bonheur, le graphisme, le petit. La conso. Bah non mais il consommait beaucoup ce moteur, on le reprochait, je crois que c'est 15 litres, ouais. Non mais moi, non mais. On est allé à Goodwood avec. Non mais c'était pareil sur les R30, sur les 604, tout ça c'est le même moteur, il faisait 15 litres, 18 litres en gros, ou 20 si tu es en ville. On est allé à Goodwood avec, et effectivement, quand on est allé à Goodwood, on avait une Ford de 1934 avec un V8 aussi 3.3, elle consommait moins que celle-là. Que celle-ci. Assieds-toi au volant et Julien, mets-toi, parce que moi, ce que j'adore, enfin, on fera des belles images en même temps, mais tout graphiquement, le bouton des phares, là, la platine de commande, enfin, c'est un bonheur de non-designer. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais mets-toi au volant, viens te mettre à côté, Stéphane, mais toi dans l'autre. Mais franchement, c'est ça qui vous a séduit avant tout, presque. Enfin, moi, j'ai toujours rêvé de voir un intérieur. J'avais vu que des photos. Il y a vraiment le côté kitsch, en fait. Là, tu es dans les années... c'est ça, la transition 70-80, où il y a encore du chrome et il y a du plastique. Et, c'est l'entre-deux. Enfin, tu vois... T'as du début, c'est un tout petit peu moussé, mais pas trop quand même. T'as encore un petit peu de baguette chromée parce qu'on veut pas trop quitter les années 70. C'est le toit noir, ça c'est... Et c'est tout noir en plus à l'intérieur. Il y a le côté que disait Stéphane, le côté meurtrière. Là, tu vois, t'as le toit noir, t'as le volant noir, tout est noir. En plus de ça, t'as pas de vitre, donc t'as vraiment l'impression de conduire. Mais c'est confortable ou C'est super confortable. Et même derrière, il y a de la place. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il fait tout noir derrière. Mais moi, elle cote combien cette voiture? Parce que j'ai jamais vu de papier de gens qui en veulent. Il y a tous les prix. On avait regardé pendant un moment, mais je sais même pas c'est quoi la cote en vrai. À mon avis, ça doit être entre 10 000 et 15 000. Ah, quand même. C'est pas 5 000 balles, ouais. Parce qu'il y en a pas. C'est assez rare. Elle a l'avantage et l'inconvénient des voitures très peu diffusées. Elle est très peu diffusée, donc personne la connaît, donc personne en veut. Mais les gens qui la veulent, ils sont prêts à mettre le prix pour ces voitures. Si je te suis, puisqu'on a avec 74 enfants, on la trouve aux États-Unis encore quelques-unes, et en France, il y a peut-être, je sais pas, il y en a une dizaine. Enfin, si je te. En France, il y en a un peu plus parce que. Elles ont été importées. Il y a eu des Hollandais, il y a eu des Suédois. Dans la répartition, il y en a eu 5000 vendus aux États-Unis et il y en a eu 1600 en Europe, dont 1000 en Suède. Tu montrais les voyants rouges, personne ne le faisait à l'époque. Il y a d'autres dadas sécuritaires là-dedans, propres à la voiture. Mais les lights, parce que. Il reste. Ça s'éclaire pas. Ah, quel dommage. Faut me le réparer, ça, Arthur. Les années 80. C'était vert ou jaune? C'est un éclairage vert. Et tu vois, brake failure qui clignote en plus quand tu roules. T'as le gros bouton hazard, le gros bouton des warnings, et même tu vois le logo, l'allumage des clignotants, ça te flash à la tronche.
Il y a un cruise control, c'est quoi Il y a ça un cruise control, ouais. Ah non, mais on se rend pas compte ça aussi, mais c'était dans les années 80. Régulateur de Ouais. vitesse, il y a les sièges chauffants, La clim, il y a la clim en plus. ça marche tout ça encore ou... Non, mais je sais pas, attends, il n'y a pas de piège. C'est typiquement du Volvo dans le sens où... Tu peux utiliser tes gants, ouais. Exactement, Volvo Ouais. tout plus utilisé avec les gants et tu vois la taille des boutons. J'ai pas des tout petits doigts non plus, mais quand tu vois, mon doigt est perdu. Mais qu'est-ce que c'est en dessous? C'est les boutons de clim en Ça, dessous? c'est les boutons de défrost, floor, ça c'est où est-ce que tu orientes en fait le flux de le flux d'air. D'accord. Je ne sais pas comment on fait du cuir plissé, mais c'est vrai que c'est ça qui donne le côté... T'as l'impression d'être... voilà, avec un Texan dans son fauteuil chez lui, il manque que les cornes. Il y a un grand coffre. C'est long. Ouais, le Ouais. coffre mais c'est assez long, hein, les cuirs pour les graisser. Pour les plisser, tu veux dire, ou pour les graisser? Ouais. Et quoi, c'est vraiment plissé? C'est une journée pour le. Effectivement, nous on l'a récupérée, la voiture était pleine de champignons. Ah ouais? Elle était stockée sous une bâche, mais les bâches de jardin là, donc Ouais. elle a stocké toute l'humidité. Ouais, c'est Et souvent en fait, pire. Ouais. Ça a été super long à nettoyer comme voiture. Ah ouais? Parce que le cuir plissé, à chaque fois, il faut passer dans les moindres recoins. D'accord. Et puis ça, Quelques bon, cartons de pièces encore. Mais... on n'a pas le coffre typique des petits observateurs automobiles. Non, mais c'est du... Avec la nénette et le kit pour lui. C'est du vol, c'était pas prévu, mais moi j'adore. C'est pour ça en fait que quand on regarde de côté, le coffre est assez haut. Ouais. C'est pour pouvoir ranger, typique Volvo encore une fois, 2 roues de secours pour mettre les pneus neige. Pour mettre les pneus à clous, il faut pouvoir avoir les roues de secours. Mais j'adore ce genre d'explication. Franchement, j'adore. J'ai l'impression d'être... La voiture. Eh, regarde, coucou à Philippe Nemeth, mais le mécanisme de fermeture, là, tu vois, je ne sais pas comment on appelle ça, on dirait un mécano, mais avec la double, tu vois. Les compas. Alors, Et on voit que ça pousse à quelques endroits. Après, c'est des voitures qui sont quand même assez fiables, enfin assez solides en termes de rouille. Mais c'est une Volvo qui était traitée chez des Italiens. Et là où les Volvo, elles étaient déjà galvanisées à cette époque, Ouais. etc., les Italiens ne s'emmettaient pas à le faire. ah ouais, vraiment, c'est sûr ça, ouais. Donc en fait, les 262 ont tendance à plus rouiller que les 264 et 240, etc. etc. Non, si tu regardes de près, il y a plein Si de on petits regarde de défauts. près, la voiture n'est pas... Hein, ouais, vas-y, monte. Bah oui, je voyais un peu. a été fermé, j'avais vu. Ouais. Ça commence un peu. Systématiquement les questions qui nous embêtent. La conso, la rouille. C'est ce qu'on dit, sur ce genre de voiture, c'est des voitures à moins de 15 000 €, c'est pas la peine de commencer à tout refaire. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Il faut rouler comme ça, sinon ça va coûter 3 fois le prix de la voiture de la refaire propre. Et puis nous, on préfère des voitures qui roulent. Enfin, Ouais. vous avez vu la Daimler. Ouais, ouais. Il y aurait 10 milliards de trucs à faire, mais Ouais. ça peut continuer de rouler avec. Tu vois, il y a l'éclairage du tableau de bord, des petits Ouais. trucs qui sont qui prennent un peu de Même temps. la gestion. Et pour nous, en fait, on préfère profiter de la voiture plutôt que de prendre du temps pour ça. L'inconvénient qu'on pourrait lui trouver, c'est que c'est presque une voiture moderne. J'aime bien la façon dont tu le dis, ouais. Mais ouais, mais enfin, nous, on est vieilles. C'est quoi un overdrive, puisque tu expliques si bien? C'est quoi la différence par rapport à une 5e vitesse? Alors, c'est un train épicycloïdal, C'est ce que je pensais. te v'là. Voilà. Comment Parce que c'est un petit bouton, il suffit juste que quand je suis en 4e, je mets le petit bouton, ça fait baisser le régime moteur, hein, c'est le régime. mais c'est pas une vitesse de passer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, une boîte de vitesse standard, donc une boîte manuelle, tu te sers en fait de couple de pignons. Donc tu as une réduction de couple de pignons comme ta chaîne de vélo par exemple. Enfin comme ton vélo avec les plateaux. Ouais, je vois, on les tu choisis et comme ça tu as des pignons qui viennent faire une démultiplication. Et l'overdrive en fait c'est en sortie de boîte de vitesse, tu vas rajouter un système de démultiplication, un système qui est soit relâché, soit verrouillé. Et le verrouillage se fait de manière électrique, donc tu as un petit solénoïde qui fait monter la pression d'huile dans un système. Et ça, c'est pour commander ce petit solénoïde, c'est juste l'interrupteur. Et tu peux le faire à n'importe quelle vitesse ou tu Alors, le mets que sur la 4e? En fait, on pourrait sur un overdrive l'activer sur toutes les vitesses. Donc je pourrais avoir une boîte 8 vitesses ici. Avec une gamme courte, une gamme Bien longue. sûr, C'est ouais. comme les camions. Les camions, ils ont en fait des systèmes D'overdrive. d'underdrive, comme ça se fait. Parce que c'est une démultiplication. Là, c'est une surmultiplication, celui-là. Et en fait, comme il faut que le système soit relativement petit, on a des pièces qui tolèrent un couple maximum relativement limité.
Et donc on ne l'autorise que sur les vitesses supérieures, donc sur certaines voitures, les Austin Healey, etc., c'est 3 et 4. Et là, sur celle-là, c'est uniquement sur la 4. Donc, Mais il y a quelques rovers qui avaient ça, il y avait quelques Jaguars. Enfin, ça a l'air tellement simple. Pourquoi tout le monde ne l'a pas fait? C'est plus cher, c'est moins cher? Alors, c'était plus cher à usiner. À une époque, en fait, ça a été très répandu. Donc, années 60, c'était un système qui était relativement répandu, parce que c'était facile à vendre comme option. En fait, on gardait la boîte normale et après, on rajoutait ou non un overdrive. Et puis ensuite, l'argument de l'overdrive était plus du tout nécessaire. Les boîtes de vitesse standard, en fait, étaient passées à 5 vitesses. Et c'était normal d'avoir une boîte 5. D'accord, je comprends mieux. Pour revenir à un module de week-end sur les boîtes de vitesse, plaisir. moi qui les anime en plus. C'est vrai? Je fais ma pub. Ouais, non, mais attends, mais moi je fais, tu sais, les gens se foutent de ma gueule, on me dit qu'il connaît pas grand-chose, mais j'assume. Mais quelle merveille d'apprendre. Et tu racontes ça comme un film, on a envie enfin, franchement, c'est génial de pouvoir apprendre en se marrant, quoi. Tu vois. J'ai une dernière question. Finalement, cette Volvo et les Volvo Engine, celle-là, finalement, c'est un très bon choix pour quelqu'un qui a envie de rouler et pas trop se prendre la tête, finalement. Elle a la capacité, elle trahit pas. Même pour les Volvo de manière générale. Hein, parce qu'on on a des histoires sur des Amazones aussi. On la fera, l'Amazone. Qui sont plus vieilles. On a beaucoup d'histoires sur des Amazones. Mais effectivement, enfin, si quelqu'un aime bien le design de cette voiture, c'est vraiment pas des voitures embêtantes. Toute la série, enfin concrètement série des Amazones jusqu'aux séries 700 de Volvo, donc Amazon, série 140, série 200 et série 700, c'est des voitures qui sont, les Anglais diraient un no-brainer. Ça veut dire quoi, no-brainer? Il n'y a pas besoin. Ah oui, pas de cerveau. Pardon, no-brainer, d'accord. Mentaliser dessus, je connaissais pas. C'est une voiture très fiable, quel que soit le moteur, concrètement, que ce soit les turbos diesel, qui sont les moteurs Volkswagen 6 cylindres, ou alors les moteurs essence, que ce soit du V6 ou du moteur Volvo en 4 cylindres, c'est des voitures qui sont hyper solides. Au niveau architecture de train roulant, en fait, ça, quand on compare par rapport à une Amazon, donc l'Amazon, la première, c'est 56, là on est en 80. C'est la même chose. Je suis pareil, en fait. Et quand on regarde une série 700, la série d'après, c'est fichu exactement pareil. Donc au final, ils ont une solution qui fonctionne. Les clients se plaignent pas de ce truc-là. Pourquoi on changerait? Pourquoi on irait dépenser de l'argent pour optimiser le produit là où les clients ne le demandent pas? Donc au final... Là, on n'est pas dans l'obsolescence programmée, quoi. Absolument pas. Quand on voit comment ça a vieilli, en fait, ce truc-là, ça a tellement bien vieilli en termes de qualité de construction, de fabrication. J'adore. Merci beaucoup. C'était du vol. Hein. On m'a dit qu'on la ferait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir cette voiture. C'était super. On se reverra sur l'Amazon. Hein, et allez sur le site du CNVA. Voilà. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, électrique, pas électrique, puissante, populaire, luxueuse, on aime tout ce qui roule. L'important, c'est que vous l'aimiez, que vous aviez envie d'en parler, d'être patient. Vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Quelques photos, 3 lignes d'explication. Si elle retient notre attention, on vous appellera et vous viendrez nous la présenter ici ou ailleurs. À bientôt. Au revoir.